Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir donc Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés et les collaborateurs et collaboratrices. Donc merci de nous accueillir. Donc avant de nous présenter, j'aimerais juste dire un mot sur le fait que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la salle elle est remplie, ce qui est assez rare en commission. Donc je remercie tout ce monde d'être présent et ça montre que les enjeux qu'on va discuter ce soir et que vous avez discuté déjà avant touchent directement la vie de beaucoup et que ça les intéresse et les inquiète. Donc c'est toujours un plaisir et un honneur de participer au processus démocratique en espérant que ce processus ait réellement un impact dans les décisions qui s'en suivront. Donc pour nous présenter, nous travaillons pour la clinique juridique Solutions Justes. C'est un programme de l'AMCM. L'AMCM, c'est un organisme communautaire qui intervient et vient en aide aux personnes immigrantes depuis 1910. Elle organise à travers différents programmes, dont Solutions Justes, un éventail d'activités pour intégrer et briser l'isolement des personnes immigrantes et réfugiées. Elle est reconnue pour sa quête de promotion de la justice sociale, de défense des droits de la personne et le respect de la dignité humaine. La clinique juridique Solutions Justes offre de l'information, de l'accompagnement et de la représentation juridique et administrative gratuite aux personnes migrantes sans statut et à statut précaire. La majorité de nos clients et clientes cumulent beaucoup de facteurs de vulnérabilité. Donc on parle de problématiques de santé mentale, de santé physique, des problématiques d'itinérance, de violence conjugale, ce genre de problématiques. Donc la clinique offre des services juridiques pour les informer, les outiller et leur permettre de faire face à certaines barrières systémiques et régulariser leur situation. Du coup, grâce à notre vaste expérience dans ce domaine-là depuis donc maintenant plus de 20 ans, de nombreux organismes, notamment des organismes publics comme des hôpitaux, des CLSC ou des CIUS, nous réfèrent des personnes ayant besoin d'aide dans le parcours migratoire et se trouvant dans des situations complexes et en grande situation de vulnérabilité. Du fait de notre implication de longue date, nous avons également bâti un réseau important de partenaires. C'est dans ce cadre-là que nous recommandons d'apporter davantage de soutien aux organismes qui luttent dans un accès à la justice en droit de l'immigration humanitaire, car, en effet, vous avez pu le lire dans le mémoire, l'accès à la justice est fondamental pour la suite du parcours migratoire dans toutes les sphères de la vie. Depuis les dernières consultations, nous avons pu constater un recul dans la protection de ces personnes-là, que ce soit dans les mesures gouvernementales telles que celles qui ont été annoncées récemment par vous-même, mais également dans le financement des organismes gouvernementaux ou communautaires de première ligne. Nous allons donc concentrer notre intervention sur 2 points qui nous paraissent prioritaires, l'importance du soutien juridique et particulièrement de la représentation, avec en tête l'idée que le statut d'immigration est la racine de nombreuses problématiques, et l'importance du financement des organismes juridiques, particulièrement en matière de représentation juridique, comme une clé en fait pour la suite du parcours des personnes. Et je passe la parole à ma collègue Elisabeth. Donc, le 2 juin 2025, la MCM Solutions Justes a publié un rapport de recherche en partenariat avec l'Université de Concordia, l'Université de Montréal, l'Université d'Ottawa, l'Université Laval, sur les expériences d'accès aux services et à l'accompagnement juridique de personnes migrantes à statut précaire et sans statut au Québec. Les constats de notre recherche combinés à notre expertise juridique révèlent que les politiques actuelles et celles dans le cahier de consultation tendent à renforcer les logiques de précarisation et compromettent l'inclusion réelle des personnes immigrantes et réfugiées. Ces politiques reposent sur une multiplication des statuts temporaires, des délais de traitement excessifs et un désengagement structurel envers l'accès à la justice. Cette recherche met aussi en lumière l'importance cruciale de l'accès à des services juridiques de qualité, puisqu'ils influencent directement la réussite du parcours d'intégration des personnes. En effet, nous vivons dans un État de droit qui place l'ordre, la justice et donc l'accès au droit au cœur de notre raison d'exister collectivement. Le statut d'immigration est essentiel à l'intégration à la société. Ainsi, le renforcement de l'accès aux services juridiques doit devenir une priorité, car il constitue la base d'une intégration véritablement réussie. Et paradoxalement, bien que l'accès aux droits et aux services juridiques de représentation constitue une clé fondamentale, le gouvernement a choisi de réduire ce qui représente pourtant la base même du vivre ensemble, le droit et la justice. Cela survient alors que cet accès aux droits était déjà insuffisant. La fermeture du bureau d'aide juridique en immigration dans la ville de Québec, ainsi que la récente annonce de coupures budgétaires au bureau d'aide juridique de Montréal, entraînent des répercussions dramatiques. Comme mentionné dans le cahier de consultation, à la page 50, afin de continuer à respecter ses engagements humanitaires,
tout en tenant compte du nombre important de personnes réfugiées ou en situation semblable déjà présentes sur son territoire et des délais auxquels elles sont confrontées dans l'obtention de la résidence permanente. Le Québec pourrait privilégier l'admission des personnes appartenant à la catégorie de l'immigration humanitaire se trouvant déjà sur son territoire. En ce sens, il serait souhaitable que le Québec accorde la priorité à ces personnes. Cependant, encore faut-il qu'elles aient accès à l'information et à la représentation juridique pour connaître leurs droits et les options qui s'offrent à elles. Une intégration réussie passe d'abord par la régularisation de leur statut ou de leur situation juridique. À cet égard, l'aide juridique et les cliniques communautaires, telles que la nôtre ou encore la clinique pour la justice migrante, constituent des ressources inestimables pour des personnes souvent en situation de grande précarité et de grande vulnérabilité. Par ailleurs, la décentralisation de l'immigration ne peut réussir que si les ressources suivent. Les régions qui accueillent des personnes immigrantes et réfugiées doivent pouvoir s'appuyer sur des ressources gouvernementales, communautaires et juridiques pour faciliter leur intégration. Nous recevons d'ailleurs des demandes provenant de toutes les régions du Québec. À titre d'exemple, la fermeture du bureau d'aide juridique à Québec, le seul bureau spécialisé en immigration en dehors de Montréal, compromet sérieusement le projet de régionalisation de l'immigration. De plus, même si les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'accès à la justice, ils ne peuvent compenser le manque d'investissement dans l'aide juridique en immigration. Les personnes immigrantes et réfugiées ne nécessitent pas seulement de l'information juridique, mais un accès à la représentation juridique. Notre travail va bien au-delà de la transmission d'informations. Nous accompagnons et représentons ces personnes, mais les besoins dépassent largement nos capacités actuelles. Je passe maintenant la parole à ma collègue Catherine. Les organismes communautaires jouent un rôle crucial dans l'accompagnement des personnes vulnérables et marginalisées, incluant les personnes migrantes à statut précaire ou sans statut. Il s'agit donc d'aller plus loin dans la reconnaissance de leur rôle, en commençant par des politiques de financement. La planification actuelle fait état de la pression sur les services publics. Ce serait naïf, voire erroné de dire autrement. À force de limiter l'accès à la résidence permanente et de couper dans les ressources d'aide juridique, de plus en plus de personnes se retrouvent en situation de précarité. Oui, les organismes communautaires sont surchargés, mais la solution est pourtant simple. Si on facilite l'accès aux services juridiques pour les personnes migrantes à statut précaire sans statut qui vivent au Québec, on répond au problème à sa source, la précarité. Une précarité qui est directement liée à leur statut d'immigration. Les personnes qui viennent à notre clinique veulent travailler. Plusieurs d'entre elles travaillent déjà dans des conditions extrêmement difficiles, sans aucun filet de sécurité sociale. Ces personnes contribuent à notre société. Certaines d'entre elles vivent et travaillent au Québec depuis plus d'une trentaine d'années. Plusieurs entreprises privées témoignent du rôle crucial que jouent les personnes migrantes face à la pénurie de main-d'œuvre au Québec, un point qui a été soulevé par des associations professionnelles lors de ces consultations. Les personnes migrantes ne sont pas un fléau pour la société. Elles contribuent à notre économie et à la vitalité de nos régions éloignées, si on suit une logique purement économique. Leur rapport à la société est réel et bénéficie à l'ensemble de la société québécoise, que ce soit des préposés aux bénéficiaires qui s'occupent de nos personnes âgées, que des chercheurs qui contribuent au développement et l'innovation, qu'aux éducatrices à la petite enfance qui veillent au bien-être de nos tout-petits. Elles vivent parmi nous, et si on ne finance pas les organismes qui les soutiennent et qu'on les maintient dans une situation de précarité en limitant leur accès aux services juridiques et en leur refusant l'accès à la résidence permanente, les organismes communautaires continueront à être surchargés. Notre travail consiste à informer ces personnes de leurs droits, mais sans financement durable, notre capacité à les représenter reste extrêmement limitée. Sans représentation juridique, ces personnes n'ont pas les moyens pour régulariser leur statut, stabiliser leur situation et désengorger les services publics et les organismes communautaires. Investir dans les organismes communautaires et les cliniques juridiques qui soutiennent ces personnes, c'est investir dans notre société. C'est travailler en prévention. C'est de leur permettre de travailler légalement, de se loger, de se nourrir. C'est réduire le nombre de personnes en situation de précarité. C'est pourquoi on recommande d'assurer un accès équitable aux services en priorisant les services juridiques, de soutenir et de financer les organismes communautaires dont la mission est de faciliter l'accès à la justice pour les personnes migrantes. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on va entamer la période de discussion avec les parlementaires. Je me tourne du côté de la banquette gouvernementale avec Monsieur le ministre pour une période totale de 16 minutes 30 secondes. Merci bien. Merci pour votre présentation. Salut aux gens qui sont ici à l'Assemblée nationale. Bienvenue.
Merci d'être présente et présent. Merci aussi à vous pour ce qui se passe au quotidien dans vos bureaux. Des relations d'aide, sans doute dans des conditions difficiles, puis des gens qui éprouvent des fois de la détresse. Donc, ça, c'est sûr que c'est extrêmement apprécié. Au Canada, au Québec, on a un enjeu important par rapport aux demandeurs d'asile. Il y en a plusieurs, mais il y en a un notamment, je pense, qui nourrit la précarité des personnes. C'est le traitement des demandes qui est très, très long. Les derniers chiffres que j'ai, on me dit que le temps d'attente prévu pour les nouvelles les demandes d'asile déférées à la Commission de l'immigration du statut de réfugié, c'est autour de 37 mois, peut-être un peu plus que ça. C'est un peu gênant parce que en Allemagne, c'est un peu moins de 9 mois. En France, c'est 4 mois et demi à peu près. En Italie, 6 à 12 mois. Puis au Canada, plus de 3 ans. Et c'est du temps d'attente qui est probablement très angoissant pour les gens et qui donne aussi parfois de faux espoirs parce que ces personnes-là, pendant ce temps-là, heureusement, ont un permis de travail plus vite qu'avant. Donc ça, je vais le saluer quand même. Ça s'est amélioré. Mais par contre, parfois, s'installe en souhaitant que ça soit de manière durable, puis la décision finale n'est pas toujours positive à la fin. Et je pense qu'on aurait tout le monde intérêt vraiment à être beaucoup plus rapide, même encore plus rapide pour les permis de travail, puis certainement au moins dans la moyenne pour la décision finale. Il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre mémoire, par contre, c'est qu'est-ce qui arrive au bout de cette décision-là qui relève du gouvernement canadien, pas du nôtre, là, mais bon, ce sont les mêmes personnes, peu importe que la décision soit prise par Ottawa ou au Québec, une personne, c'est une personne. Et puis elle subit cette décision-là où elle le reçoit. Mais bon, je suis à la page 11 de votre mémoire. Dans l'esprit des lois actuelles, après qu'une demande d'asile ait été refusée, que son appel ait également été rejeté, de même que l'appel à la Cour fédérale, donc 2 appels, là où la personne refusée se voit notifiée par l'Agence des services frontaliers du Canada d'une procédure de renvoi à leur rencontre, le départ est organisé avec les agentes. Ensuite, vous dites, si elle ne présente pas à ce rendez-vous de la ASFC, l'Agence fédérale, un mandat d'arrêt a été mis à leur rencontre, des personnes se retrouvent sans statut d'immigration. Cela entraîne une absence de droit au niveau de la santé, du logement, de tout autre droit de subsistance. Mais c'est trop long, là, je l'ai déjà dit, mais une fois qu'il y a eu une première décision qui est négative, un premier appel, un second appel, est-ce que c'est pas normal dans l'état de droit, comme vous le dites, que la personne quitte le territoire parce que c'était une demande d'asile qui a été refusée, puis même après les appels? Est-ce que c'est pas normal que cette personne-là doive quitter le territoire? Du coup, votre question, c'est de savoir si nous, on pense que c'est normal ou pas? Oui, OK. c'est ça la question. En fait, on ne se pose pas la question. Nous, en fait, on est des juristes, on applique des choses, et en fait, il y a des procédures ensuite qui s'appliquent. C'est ce qu'on va appeler la demande de résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire. Si jamais les personnes utilisent cette méthode-là, c'est bien qu'il existe une possibilité qu'elles restent ici sur le territoire. Vous avez vous-même dit que les traitements étaient extrêmement longs. Je ne sais pas vous, mais en tout ce temps-là, moi, je me suis implanté sur un territoire. Je me sens chez moi. Et la demande d'asile, c'est une demande qui a des critères très particuliers. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est complétée par d'autres types de demandes. Du coup, pour nous, ça nous paraît peut-être plus normal d'équilibrer ces demandes-là que, par exemple, les demandes d'asile, les demandes de résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire. Mais je sais que de toute façon, c'est des compétences au fédéral, là, mais c'est pour répondre à votre question. Soit suspensive des mesures de renvoi, par exemple, ou parce que c'est d'autres critères, en fait, où on va beaucoup accentuer sur, justement, et c'est là où c'est intéressant pour le Québec, c'est l'implantation ici. Dans tout ce temps-là, j'ai créé mes amis, j'ai créé ma famille, mon enfant est à l'école, donc c'est tout ce processus-là avec les problématiques de santé. Donc pour nous, non, dans la mesure où il existe ces règles-là. Elles n'existeraient pas, déjà nous on ne travaillerait pas, parce qu'on ne fait pas les demandes d'asile, on fait justement tout ce qu'il y a après. Donc là, en l'espèce, non. Si jamais ça devait changer, on n'existerait pas et vous ne pourriez même pas nous poser la question. Donc
OK, je comprends. En réalité, vous utilisez les recours qui existent et puis les lois fédérales à cet égard-là pour aller en appel ou trouver une autre voie pour que la personne qui s'est vue une demande d'asile refusée puisse exercer d'autres recours ou utiliser d'autres chemins. Je comprends mieux votre perspective. Vous parlez à la page 15 de revoir les conditions qui accompagnent la régionalisation. Vous parlez de la régionalisation. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer, je vous dirais, non, ça va, pour améliorer la régionalisation et donc, à la fin, l'intégration des personnes à la société québécoise, plus facile de s'intégrer lorsqu'on sort des grands centres que lorsqu'on y reste? En fait, on part vraiment du principe que le statut d'immigration, c'est primordial dans l'intégration. C'est-à-dire que, par exemple, on multiplie les statuts temporaires. En fait, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour vous parce que je ne sais pas, mais quand je vais dans un pays sur un temps limité, je ne me sens pas de ce pays-là. Je ne vais pas faire d'efforts ou quoi, ça s'appelle des vacances. Je vais aller là-bas, je ne vais pas me sentir mexicain parce que je vais en vacances cet hiver à Cancun. Donc, de la même manière, en fait, l'accès à un statut périn et régulier et l'accès au droit, pour nous, c'est fondamental dans cette intégration-là. Donc, en fait, ça nous paraît très compliqué de parler justement de projets de décentraliser l'immigration, de régionalisation, quand on n'y met pas les services nécessaires, et notamment l'accompagnement juridique. Donc, fermer, par exemple, le bureau d'aide juridique à Québec, c'est oxymoral avec le fait de dire on veut décentraliser l'immigration, on veut régionaliser l'immigration, mais tous les services qui étaient déjà insuffisants, on va les couper. En fait, du coup, de la même manière, on ne va pas se plaindre que l'intégration n'est pas réussie parce qu'en fait, on a coupé des services qui sont essentiels pour cette intégration-là. Donc, il faut vraiment voir ce statut d'immigration et le droit comme vraiment la racine de tout ça. Bien, on a quand même amélioré les choses dans les 5 dernières années. Je pense qu'on est passé de à peu près 19 d'immigrants qui vivaient à l'extérieur de la région de Montréal à presque 34 Donc, en pourcentage, c'est une hausse qui est quand même très importante, là, de 19 à 34 Pour ce que vous dites en particulier, ça m'intéresse parce que ce qui s'est passé à Québec, là, j'ai des petites notes ici. Là. En 2023, il y avait une équipe temporaire qui avait été mise en place par la Commission des services juridiques, la CSJ, au sein du Bureau d'aide juridique de Québec, pour répondre à une augmentation qui était importante du nombre de demandes d'aide juridique à ce moment-là. Mais il y a eu une diminution de 30 des demandes au bureau à l'intérieur de la même année. Finalement, la Commission a décidé de revenir à sa pratique originale puisque ça répondait aux besoins. Parce qu'à un moment donné, l'offre de services excédait les besoins. Donc, on va réajuster, peut-être pour répartir là où il y a davantage de besoins. Puis l'idée, c'est d'être capable de traiter. Peut-être qu'ils ne sont pas tous traités, vous dites qu'ils arrivent chez vous, mais je dirais d'un point de vue d'administration, c'est suite à une demande de services qui était accrue, on a ajusté, puis après ça, quand la demande a baissé, on a réajusté. Si jamais ça change encore, nous, on est prêt à répondre aux demandes et on ne veut pas laisser personne de côté. Je vous rassure que c'est pas l'intention, mais les données nous montraient qu'il y avait une réponse aux besoins. C'est à voir comment est-ce qu'on prend les données. Je ne vais pas parler au nom de Maître Côté ou Maître Morin, puisque c'était eux les deux avocats de ce projet pilote ou de ce bureau temporaire. En fait, c'est juste qu'on a pris... je dis que je ne vais pas parler en leur nom, mais je vais quand même expliquer un petit peu ma compréhension de tout ça. C'est que oui, ils avaient des nombres de dossiers qui étaient moins importants que les nombres de dossiers qui sont présentement au bureau d'aide juridique de Montréal. En fait, il faut savoir qu'au bureau d'aide juridique de Québec, les avocats, donc les deux avocats, faisaient beaucoup de demandes et de types de demandes qui sont différentes. Et ces demandes-là, on ne peut pas les évaluer en disant une demande égale, je ne sais pas, 10 heures. Si toutes les demandes étaient pareilles, là, on pourrait se fier à des chiffres, à dire « Ah, OK, vous avez tel nombre, donc c'est tel nombre d'heures, donc c'est ça. » Le bureau d'aide juridique à Québec faisait beaucoup de demandes, les demandes de résidence permanente pour considération d'une norme humanitaire, par exemple, et tout ça. C'est des demandes qui prennent beaucoup, beaucoup plus de temps. Et la deuxième partie, c'est que
la chance qu'a le bureau d'aide juridique à Montréal, c'est d'être à Montréal. C'est-à-dire qu'il y a un grand tissu de réseaux communautaires qui peuvent aider ces personnes-là, qui peuvent les aiguiller, qui peuvent les assister. Pas à Québec, beaucoup moins. Et là, on parle de Québec-Ville, mais le nombre de dossiers, ils avaient des dossiers à Rimouski, des dossiers à Saguenay et tout ça. Il faut les orienter. Et donc, en fait, même si effectivement, c'est peut-être pas écrit que un avocat doit orienter, aider une personne, doit faire du droit. Voilà, je fais sa demande et c'est tout. Heureusement qu'on a des avocats et des jurys, par exemple, Elisabeth qui est juste à mes côtés, qui pensent que le droit c'est plus que ça, qui pensent que le droit c'est un accompagnement vraiment de la personne, qui pensent que le droit c'est peut-être prendre du temps avec une personne qui est victime de violence conjugale. Je suis l'image parfaite du système qui leur a mis des barrières blancs, occidentales. J'ai besoin de plus de temps, moi, pour travailler avec ces personnes-là, pour leur donner confiance dans notre système, dans notre société, qui les a rejetés tout le temps, à chaque étape de leur parcours. Et ça a commencé avant d'arriver ici. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de parler de chiffres, de parler de différence entre le bureau de Montréal et le bureau de Québec, parce que le bureau de Québec faisait beaucoup plus que ça. Et nous, on en a vu vraiment les répercussions de cette fermeture-là, en fait. On a ouvert très récemment un nouveau bureau de la clinique juridique à Québec. On l'avait créé avec le bureau d'aide juridique pour venir en complément parce que c'était déjà insuffisant. Parce qu'on avait déjà ces avocats-là qui venaient nous dire « Est-ce que tu peux nous aider ?» On travaille déjà en collaboration avec eux. Et aujourd'hui, sans eux, je ne sais même pas si on va pouvoir rester en fait et garder cette seule clinique juridique dans la ville de Québec. Parce qu'en fait, on a une pression qui devient de plus en plus importante et qu'on avait prévu de travailler avec le bureau d'aide juridique. Donc c'est pour ça que, au niveau de vos chiffres, je n'irai pas contre. Par contre, au niveau de leur interprétation, c'est là où peut-être qu'on diffère un petit peu. Ce qu'on me dit, c'est que la Commission des services juridiques, ce qu'ils font, c'est qu'ils réfèrent à des avocats en pratique privée qui acceptent des dossiers d'aide juridique pour prendre en charge les personnes qui leur donnent les services juridiques les plus adaptés. Je vous amène sur un autre sujet. Il me reste peut-être 2 minutes, je pense, Mme la Présidente. 4 minutes. Ah, tant mieux. Très bien. Pour ce qui est des... si je reviens plus au cahier de consultation pour la planification pluriannuelle, il y a différents scénarios. Pour le nombre d'immigrants permanents, on soumet 25 000, 35 000, 45 000. Dans votre mémoire, vous voulez rejeter tous les 3. Vous dites c'est pas suffisant. Ça ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous proposez? En fait, ce n'est pas qu'on rejette les seuils ou quoi, c'est que pour nous, ça n'a aucun sens dans la mesure où notre clientèle, les gens qu'on dessert, sont déjà là. Et je ne dis pas que ça n'a pas de sens, mais en fait, c'est juste que je ne m'y suis même pas intéressé. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse en tant que coordinateur de la clinique, c'est les gens qu'on dessert. Et les gens qu'on dessert, sur ces chiffres-là, sur cette notion de capacité d'accueil et tout ça, ils sont déjà ici. Donc en fait, c'est pour ça que ces seuils-là, est-ce que ça nous touche réellement quand on parle de gens qui sont sans statut et qui sont déjà là? Je ne sais pas trop. Donc c'est là qu'on voulait aller en fait en disant en fait ces 3 scénarios pour nous ça n'a pas d'intérêt et ça va avec le sens de privilégier justement l'immigration humanitaire qui est déjà sur place que vous écrivez aussi. Donc c'était juste ça de clarifier quelque chose comme ça en fait de dire en fait ce sont des gens déjà présents. Donc, la notion de privilégier pour les immigrants permanents, les gens qui sont sur le territoire, plutôt que de faire venir de nouvelles personnes, ça, vous y adhérez. Par contre, oui, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche. La notion de sélectionner parmi les gens qui sont sur place. Pas de sélectionner, du coup, les gens qui sont déjà sur place, mais les gens sont déjà sur place. Du coup, là, l'idée, c'est de juste régulariser. Pour vous, si quelqu'un débarque sur le territoire québécois, il ne peut plus repartir. Ça y est, il va rester ici. Ça m'arrangerait, je suis aussi non, en mais c'est ça, vous êtes d'accord avec avec ça, mais ce que je comprends, c'est que quelqu'un qui arrive ici et qui veut rester doit pouvoir rester. En l'espèce, oui. Mais comme on ne contrôle pas le fait que le nombre de personnes qui arrivent sur le territoire, on ne peut plus planifier. Si d'emblée, tout le monde qui met le pied au Québec et veut rester aurait, si je vous suis, a d'emblée le droit de rester au Québec,
il n'y a plus de politique migratoire. Là. C'est tous Voilà, ceux qui donc- veulent venir viennent et tous ceux qui arrivent ont le droit de rester. Je Il n'y dirais a peut-être- plus d'évaluation. On n'a plus besoin de faire l'évaluation. Là, rendu Je là. dirais peut-être pas d'emblée, parce que justement, en fait, sinon, nous non plus, on n'existerait pas, on ne travaillerait pas là. C'est juste que on doit permettre à ces personnes-là de pouvoir déposer certains types de demandes, de pouvoir sécuriser ces demandes-là le temps des traitements. Je ne sais pas si vous avez vu le temps de traitement d'une demande de résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire, qui du coup ne suspend pas les mesures de renvoi, qui du coup n'accorde pas justement de permis de travail. C'est plus de 10 ans. Donc, pour nous, c'est cette clientèle qu'on dessert là. C'est qu'il faut qu'on travaille autour de ces questions-là. C'est que notre taux d'acceptation sur les demandes justement qu'on appelle ces demandes CH est quasiment de 100%. Donc la problématique, c'est pas qu'ils soient acceptés ou pas. En tout cas, pas pour nous. Parce qu'en fait, ils le sont en bout de ligne. La problématique, c'est qu'en fait, le temps de faire ce travail-là, on a des personnes qui sont détruites, on a des personnes qui sont en situation d'itinérance, on a des personnes qui, du coup, avec tous ces problèmes-là qui sont inhérents aux situations En d'itinérance. terminant. Et c'est là où on doit prendre soin des gens qui sont ici là-dessus. Je vous rejoins. Merci pour l'éclairage que vous apportez à la commission. Vous apportez quelque chose de différent des intervenants précédents. C'est apprécié. Merci. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. On poursuit avec le député d'Acadie pour 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonsoir et bonsoir à tous les gens qui vous accompagnent. Ça me fait plaisir que vous soyez là, bien sûr, et puis qu'on puisse échanger avec vous. Merci pour votre mémoire. À la page 15 de votre mémoire, dans vos recommandations, vous écrivez que vous voyez des délais de traitement excessifs et un désengagement structurel envers l'accès à la justice. Vous proposez certaines formules, mais sur le terrain, concrètement, qu'est-ce que vous vivez? Quelle est votre expérience avec des éléments qui touchent un désengagement structurel envers l'accès à la justice? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque d'avocats en droit de l'immigration humanitaire. Tout le monde le dit sur le terrain. Essayer de trouver une personne à qui référer un avocat en immigration, malheureusement, il n'y en a pas suffisamment. Avec la fermeture du Bureau d'aide juridique de Québec, on a coupé les 2 avocats en immigration qui travaillaient là, donc encore plus difficile pour les personnes en région. On est une clinique juridique, on est un organisme à but non lucratif, donc nous, vraiment... Les gens nous contactent parce que nos services sont gratuits, mais malheureusement, notre capacité à les représenter est extrêmement limitée, comme d'autres cliniques juridiques qui travaillent en droit de l'immigration humanitaire, puis il n'y en a pas beaucoup au Québec. Donc, ces personnes-là, quand on veut chercher un avocat pour défendre nos droits, pour plaider notre cause, justement, pour démontrer les raisons pour lesquelles on ne peut pas retourner dans notre pays, puis il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des situations très difficile. Je pense que c'est important de le mentionner. On parle de personnes qui vivent, justement, on l'a mentionné un peu plus tôt au niveau de notre clientèle, des personnes qui ont des problèmes de santé physique ou mentale graves, personnes qui ont vécu de la persécution. On parle de personnes qui vivent la violence conjugale, sexuelle, basée sur le genre. Donc, ça, c'est les gens qu'on côtoie au jour le jour pour donner un peu un profil de ces personnes-là. Donc, lorsqu'on veut être représenté, parce qu'on s'entend, le droit de l'immigration humanitaire, c'est un droit qui est très complexe, c'est un droit d'exception. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas le système, qui parfois ne parle pas la langue, imaginez essayer de naviguer ce système-là. C'est déjà difficile pour les personnes au Québec d'essayer de comprendre le système d'immigration. Donc, c'est un peu ça qu'on veut dire par ça. Je ne suis pas certaine que ça répond à votre question. Et ça répond à ma question. Est-ce que vous avez accès ou est-ce que parfois vous faites référer à des avocats ou des avocates de pratique privée, mais qui peuvent prendre des mandats d'aide juridique? Parce que là, je comprends qu'au niveau des permanents de l'aide juridique, c'est compliqué, plusieurs sont débordés. Est-ce que c'est une voie à laquelle vous avez accès? Oui, donc évidemment, je vais peut-être passer la parole à ma collègue qui est une avocate, donc elle va pouvoir vous répondre là-dessus. Oui, merci pour la question. Mais en fait,
pour référer des avocats qui prennent des mandats d'aide juridique, en fait, il n'y en a quasiment pas qui prennent des mandats d'aide juridique. Donc, et surtout pour les demandes pour considération humanitaire, les demandes CH là, dont on parlait tout à l'heure, il y a pas, à notre connaissance, il n'y a pas d'avocats qui prennent ce genre de demande de façon pro bono ou gratuite ou sous mandat d'aide juridique. Donc, il y en a des avocats qui pratiquent en droit de l'immigration humanitaire. Il n'y en a pas beaucoup. Ils sont majoritairement à Montréal. Et ceux qui sont là, ils prennent peu ou pas de mandat d'aide juridique. Donc, voilà. Et vous expliquez ça comment? Est-ce que c'est parce que les tarifs ne sont pas assez élevés? Est-ce que c'est trop long pour avoir des mandats? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Bien, c'est une bonne question, mais en fait, je crois que la réalité des bureaux privés, en fait, ne correspond pas à la réalité du terrain, c'est-à-dire que les personnes qui ont besoin de conseils en droit de l'immigration humanitaire ont besoin d'avocats, ont besoin de services juridiques adaptés à leurs besoins, mais aussi ont besoin ils sont en grande précarité financière. Souvent, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, souvent, ça va coûter des sommes considérables. Par exemple, pour une demande pour considération humanitaire, ça peut être autour de 5 000 $. Donc, c'est des sommes quand même considérables. Puis, je crois que la pratique privée, la réalité de la pratique privée, c'est qu'on facture les heures. Donc, après, je pense que les avocats aussi arrivent pas dans leur argent, etc. Donc, je crois que c'est la réalité du terrain confronté à la réalité de la pratique privée en droit, en fait, qui arrive. Puis donc, c'est pour ça que l'aide juridique est vraiment essentielle. Et aussi des cliniques juridiques comme la nôtre qui auraient besoin davantage de financement. Quand quelqu'un a un mandat d'aide juridique, à moins que je me trompe, mais normalement, pour le client, il ne devrait pas y avoir véritablement d'argent à débourser. Ça dépend. En fait, c'est une échelle. En fait, encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Vous en avez un juste à côté de vous là, mais en fait, c'est une échelle, c'est un barème. Et parfois, je vais payer, mais une certaine somme, pas la somme entière ou ce genre de choses là. Donc en fait, c'est ça. Et oui, pour revenir à votre précédente question, les barèmes sont bien trop peu élevés pour les avocats. En fait, c'est juste en termes de rentabilité. Malheureusement, c'est pas rentable de faire du droit de l'immigration. C'est pas rentable de faire du droit de l'immigration humanitaire. Donc oui, c'est rentable quand on fait de l'immigration économique, mais malheureusement, ça ne l'est pas. Et c'est très difficile. C'est très difficile aussi comme métier. C'est très difficile de côtoyer au quotidien, tous les jours, des situations qui sont dramatiques, des situations qui sont très, très, très compliquées, des situations où, parfois, on récupère des dossiers et malheureusement, les délais sont tellement long du traitement et en même temps tellement court pour déposer les demandes qu'en fait des gens se représentent seuls. Donc en fait, c'est pour ça que les taux d'acceptation ou ce genre de choses-là, on ne peut pas vraiment les prendre en considération parce qu'en fait, les personnes n'ont pas été représentées dès le début. Donc en fait, on a beaucoup de travail après pour refaire ce travail-là. Donc c'est très compliqué. Le droit de l'immigration, c'est vraiment très, très compliqué. Je vous remercie. On a parlé, je ne crois pas que vous l'abordez dans votre mémoire, mais toute la question du regroupement familial. C'est un dossier qui m'intéresse particulièrement. Les délais sont trop longs au Québec. Est-ce que, dans votre pratique, dans votre quotidien, vous accompagnez des gens qui vivent cette situation-là, donc ils attendent qu'un conjoint, une conjointe vienne les rejoindre? Est-ce que ça fait partie des mandats ou des services que vous offrez? Oui, on va représenter certaines personnes dans des cadres justement de réunification familiale ou de parrainage, mais dans des cadres qui vont être très complexes ou je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est des cas qui vont être très difficiles. Par exemple, une fois qu'on a terminé les dossiers de demande CH, donc de demande de résidence permanente pour considération d'ordre humanitaire, c'est des dossiers qui sont très lourds, qui sont très difficiles. Une fois que la personne a la résidence permanente, on va pouvoir engager ces processus-là. Donc, on est à 10 ans actuellement de demande CH. Ensuite, on a encore des années et des années de réunification familiale. Oui, c'est très difficile d'accompagner ces personnes-là. On est des juristes, on applique le droit. Donc on
dit ce genre de choses-là. Et je sais pas une critique, hein, mais vous y faites pas face à ces gens-là. Nous, on y fait face et on applique vos lois, vos règlements. Et ça, c'est très difficile pour nous. De faire face à ça tous les jours, de devoir regarder quelqu'un dans les yeux et de devoir lui dire « Je sais que tu es amoureux, je sais que ta fille, elle te manque. Ça va, t'attendras 15 ans. Elle sera grande en plus, elle pourra parler, ça sera beaucoup mieux. » C'est ça, nous, notre réalité. Donc oui, on y fait face. Oui, on travaille pour faire ces dossiers-là parce qu'il faut que ces personnes-là soient représentées pour que les demandes soient au moins acceptées malgré les délais de traitement très élevés. C'est notre réalité sur ces dossiers. Ma compréhension, c'est que présentement, pour le regroupement familial en général, dans les autres provinces du Canada, les délais sont d'à peu près 13, 14, 15 mois. Au Québec, on est à 36, 37, 38 mois, ce qui est énorme. Quand on regarde les... Puis là, bien, présentement, là, les quotas, c'est à peu près 10 000 cas. Quand on regarde les différents scénarios, scénario 2A, qui est à la page 71 du cahier de consultation, dans le regroupement familial, on en aurait 5 800 par année. Le 2B, c'est 8 100, puis le 2C, bien, c'est 10 400, ce qui est à peu près le cas. Si jamais le scénario 2A était retenu par le gouvernement avec 5 800 par année pour le regroupement familial, les gens attendraient 8 ans, 9 ans, 10 ans. Est-ce que mon calcul est bon? Je ne suis pas mathématicien, donc je suppose que oui, là, mais je n'ai pas fait le calcul là, de tête comme ça. D'accord. Dans votre mémoire, page 14, vous parlez des personnes victimes survivantes de violences conjugales. Et, vous dites que c'est votre responsabilité de soutenir ces personnes. Il y a une hausse de demandes dans le cadre de violences domestiques. Vous avez besoin, évidemment, d'argent. Est-ce que vous avez des nouvelles du projet que vous avez soumis pour obtenir un financement pour aider ces gens-là? On n'a pas de nouvelles de ce financement-là. Après, là, pour essayer d'être un peu gentil, je sais que les délais sont très longs pour les demandes de financement, qu'on aura toujours une réponse, qu'elle soit négative ou positive. Donc, là, pour l'instant, je suppose qu'elle est encore en cours de traitement. Donc, on attend ça. Mais oui, on attend cette demande-là. On l'a fait relever ici au provincial parce que les maisons d'hébergement sont là, mais aussi au fédéral qui finance un projet de plaidoyer autour de ces questions-là et autour de ces enjeux-là. Et on a fait remonter le fait que la réalité de terrain, c'est celle-là. La réalité de terrain, c'est qu'encore une fois, il faut de la représentation juridique. C'est très compliqué, même dans des situations comme ça, c'est très compliqué de faire ce qu'on appelle les permis de séjour temporaire pour victimes de violences familiales. C'est très compliqué et on manque de ressources juridiques. On manque de gens pour les représenter. Ça fait combien de temps que vous avez déposé votre demande? Ça doit faire bien 6-8 mois. Vous n'avez pas de nouvelles? Pas de nouvelles. D'accord. En terminant. Oui. À la toute fin, page 16, renforcer les mécanismes de protection pour les personnes migrantes survivantes de violences conjugales. Vous voulez augmenter et soutenir les initiatives. Avez-vous des suggestions, des initiatives qui devraient être... Député. Je vous remercie. Le temps est terminé. On va donc poursuivre cette conversation avec le député de, je vais dire Laurier-Dorion, de Saint-Henri-Sainte-Anne. Vous avez 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous, merci à Solutions Justes, merci à tous les gens qui sont avec nous. Très content de vous recevoir, Solutions Justes. Vous avez une très belle réputation, très grande réputation historique de travail extraordinaire dans le domaine. Donc, merci d'être avec nous. Je réfère directement au point 3, recommandation 3, à la page 16, sur la question des seuils puis des délais. J'entendais le ministre tout à l'heure nous dire 37 mois, là, ça n'a donc bien pas de bon sens. Effectivement, ça n'a pas de bon sens, 37 mois, je suis d'accord avec lui. Mais quand on
regarde de l'autre côté les délais en vertu des seuils. Puis, il y a un article du Devoir qui est sorti il y a quelques minutes, là, ou en tout cas quelques heures, de Lisa Marie-Gervais, qui nous parle des délais, en fait, imposés par les seuils d'immigration du gouvernement. Et là, on nous dit, pour la résidence permanente pour un réfugié reconnu, fait qu'après les 37 mois de traitement, 18 ans de délai de traitement. Donc, on peut bien, d'un côté, se choquer de 37 mois. Ça me semble un petit peu spécial quand, de l'autre côté, nos propres délais imposent 18 mois d'attente et imposeront 18 mois d'attente. Puis, de l'autre côté, elle nous parle de 50 ans de délai, Lisa Marie-Gervais, selon le mémoire de la TCRI, pour une demande humanitaire. Donc là, je veux bien, moi, m'époumoner, moi aussi, là, comme le ministre de l'Immigration, sur des délais. Mais pour vous, ça a-tu du sens? Ça, 50 ans de délai, on dirait qu'il n'y a même pas d'avocat qui pratique 50 ans. Ça, comme, on déposerait des demandes. Et que notre petit-fils pourrait finir la demande. Non, ça n'a pas de bon sens. Vous faites bien de poser la question, là, parce que souvent, on va avoir de réponses des agents ou des personnes qui dictent ce genre de choses. C'est pas grave. Il est déjà sur le territoire et il est plus menacé d'être expulsé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un exemple, c'est que malheureusement, c'est le crime le plus commun et celui qui fait le plus de morts au Canada, c'est l'alcool au volant. Quelqu'un comme vous, qui malheureusement vous avez bu une bière de trop, vous faites arrêter. Vous passez à la cour criminelle, vous avez une amende minimale qui est, je pense, 2 000 $, une interdiction de conduire de 12 mois. Fin. Moi, j'ai fait la même chose. Donc j'ai ça, et puis je suis renvoyé chez moi. Et ça, durant les 50 ans de traitement. Donc en fait, non seulement ça a vraiment des conséquences sur les personnes, ça a vraiment des conséquences juridiques, mais ça a aussi des conséquences psychologiques. Je ne suis toujours pas accepté, après 50 ans, je ne suis toujours pas accepté dans la société où je vis, où vraisemblablement j'ai eu des enfants, je me suis marié, mais je ne suis toujours pas chez moi. Parce que 50 ans, finalement, c'est pas un traitement. Là. On ne traite pas 50 ans de demande. Finalement, il est mis sur la table, sur la glace, à côté. Les vies sont mises de côté pendant 50 ans. Puis à un moment donné, peut-être dans 50 ans, on va dépoussiérer votre dossier s'il existe encore. Puis on va le traiter, si vous êtes toujours vivant par ailleurs. Parce que si vous faites votre demande puis vous avez 40 ans, bonne chance. Donc, quand même, c'est quelque chose qui est particulièrement dramatique. Vous parlez aussi dans votre mémoire de suspendre les mesures de renvoi prises à l'encontre de personnes qui déposent une demande humanitaire, parce que finalement, l'intérêt supérieur des enfants, notamment, ne sera jamais évalué dans le cadre de la demande d'asile. Jamais. Et là, ce que vous dites, vous, c'est comment ça se fait qu'on est capable d'exécuter une mesure de renvoi si jamais on a été capable d'évaluer si l'intérêt de l'enfant était en question? Oui, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on parlait de demandes qui... On cristallise beaucoup sur la demande d'asile, qui sont des critères très particuliers. Il y a des demandes, des soumissions qu'on peut faire avec d'autres critères, justement. En terminant. Et c'est très important pour nous d'avoir le même traitement sur ces demandes-là, qui sont pas des demandes d'asile, justement, mais qui ont des spécificités très propres à ces demandes-là. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, merci de votre présence en commission. C'est très apprécié. Et à tous ceux qui sont derrière vous également.